Avant de commencer, je voulais vous adresser quelques mots qui me tiennent profondément à cœur. J'ai lu chacun de vos messages suite au dernier post, et je dois vous dire que j'ai été bouleversé, dans le bon sens du terme, bien sûr. Vos retours, vos partages, vos réflexions, vos encouragements, tout cela m'a profondément touché. Il est rare de voir autant de bienveillance, de lucidité et d'écoute réunies en un seul endroit, et je mesure à quel point cette communauté que nous construisons ensemble est précieuse, unique et incroyablement humaine. Je vous remercie du fond du cœur, sincèrement, pleinement, avec toute la reconnaissance que je peux exprimer par ces quelques mots. C'est grâce à vous, à votre présence, à vos engagements, à vos silences aussi parfois, que cette aventure prend du sens. Il n'y a pas une seule ligne que je trace, pas une seule idée que je développe ici, qui ne soit nourrie par ce que vous m'apportez. Et je vous le dis en toute simplicité, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour la force que vous m'envoyez. Alors aujourd'hui, c'est à vous que je dédie ce travail. À cette communauté extraordinaire qui prouve chaque jour que la pensée profonde, la parole sincère et l'écoute attentive ont encore toute leur place. Vous êtes, sans le moindre doute, l'une des plus belles preuves que la quête de sens peut encore réunir, faire grandir et apaiser. Merci infiniment. Vous allez sans doute vous dire qu'il est aujourd'hui presque naturel de se concentrer d'abord, et avant tout sur tout ce qu'il convient de réaliser de manière correcte, et que c'est la voie la plus évidente lorsque l'on tente d'améliorer sa vie. Mais je précise immédiatement qu'il peut exister un autre angle d'approche. Un angle qui vous invite non pas seulement à aligner des actions vertueuses, mais aussi, et peut-être surtout, à repérer ces décisions qui vous font du tort, ces choix qui semblent anodins ou même attrayants sur le moment, et qui pourtant, en réalité, vous entraînent vers des regrets, de l'amertume ou une anxiété grandissante. Et c'est là toute l'importance d'un changement de perspective, car lorsque vous commencez à éliminer les erreurs avant même qu'elles n'apparaissent, vous réalisez à quel point la prévention de ces pièges peut être plus efficace que la simple accumulation de bonnes pratiques. Et j'insiste sur le fait que ce retournement de logique vous offre un gain de sérénité considérable, parce que vous ne vous retrouvez plus, sans cesse, à devoir colmater les brèches causées par des décisions maladroites. Maintenant, il faut préciser que lorsque l'on parle de mauvais choix, on ne vise pas forcément les fautes gravissimes ou les comportements massivement répréhensibles. Je rappelle qu'il peut s'agir, par exemple, de ces réactions soudaines dictées par la colère, de ces achats impulsifs que vous regrettez aussitôt votre carte bancaire rangée, de ces commentaires négatifs que vous lancez sur une personne absente, ou de ce réflexe constant de tout reporter au lendemain, dans l'illusion qu'il existera un moment plus propice plus tard, alors qu'en réalité la tâche se complique et le stress augmente. Et c'est là que réside le cœur du problème. Vous ne prenez pas toujours conscience de la manière dont ces petits choix, apparemment inoffensifs, s'additionnent et finissent par miner peu à peu votre tranquillité intérieure, votre conscience morale, voire vos relations les plus précieuses. Vous allez peut-être vous demander si c'est si grave que cela, mais posez-vous la question. Combien de fois avez-vous éprouvé un regret, après coup, en vous disant que vous auriez pu éviter ce moment de gêne, de culpabilité ou de tension, si seulement vous aviez su anticiper votre réaction? Imaginez maintenant que vous puissiez repérer ces pièges dès qu'ils surgissent, ou mieux encore, dès que vous sentez poindre l'émotion négative qui les nourrit, la colère vous envahit. Vous anticipez le flot de paroles blessantes prêtes à franchir vos lèvres, et vous vous dites « Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais exprimer son mécontentement. » Mais là, c'est ma colère qui parle. Elle me suggère un déferlement d'agressivité qui va probablement me coûter cher en termes de confiance, de respect ou de bonne entente. Et dans un tel cas, vous essayez de respirer un grand coup, de vérifier si vous pouvez reformuler les choses autrement ou différer cette réprimande, parce que vous savez que l'émotion vous fait perdre votre rationalité. À ce stade, je souligne qu'il ne s'agit pas de nier l'injustice ou le conflit éventuel, mais de ne pas le résoudre par la colère brute, laquelle produit souvent des ravages disproportionnés. Est-ce que vous voyez la logique? Vous ne partez plus du principe qu'il faut d'abord accumuler des bonnes résolutions, du style « je vais méditer tous les matins » ou « je vais accomplir toutes mes tâches en avance ». Mais vous ciblez d'abord les endroits où la maison a tendance à se fissurer, en vous disant « voilà ». C'est typiquement dans ces brèches, ces instants de colère, de peur, de tristesse excessive ou de désir compulsif que je perds pied, et vous cherchez à contenir, à maîtriser ou à réorienter ces impulsions. En d'autres termes, vous évitez les erreurs avant même de vous lancer dans une quête obsessionnelle de perfection. Or, selon moi,
C'est un changement de perspective crucial, parce qu'il est souvent moins pénible et plus efficace de ne pas se lancer dans la faute que de devoir en assumer toutes les conséquences plus tard. Prenons un cas concret, et parlons de la tristesse ou du chagrin qui se transforme en une sorte de prison mentale, lorsque par exemple vous perdez quelque chose de précieux, une relation amoureuse, un poste de travail, un proche, ou un rêve que vous aviez caressé pendant des années. Vous pourriez éprouver une légitime tristesse, parce qu'effectivement, la perte est douloureuse et correspond à un réajustement brutal de vos repères. Mais il arrive que ce chagrin se fige, qu'il se cristallise en monument au passé et qu'il vous arrache à la réalité du présent. Vous entretenez jour après jour le souvenir de ce qui n'est plus. Vous devenez incapable de voir les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Est-ce que vous voyez comment ce choix, celui de ruminer la perte, s'apparente à un piège auto-entretenu? Certains vont me dire « Oui, mais ce n'est pas un choix, c'est plus fort que moi. » Et je conçois que l'émotion initiale ne se choisit pas. Cependant, j'insiste sur le fait que la décision de s'y abandonner, de nourrir cette douleur, peut être réévaluée. Vous pouvez vous demander si, à force de cultiver cette souffrance, vous ne restez pas enfermé dans une illusion, celle de croire qu'en maintenant la tristesse, vous restez fidèle à la personne ou à l'objet perdu. En clair, vous confondez honorer un souvenir et le ressasser de manière nocive. Maintenant parlons de la peur. Selon moi, c'est l'émotion la plus insidieuse, car elle peut se présenter sous l'apparence de la prudence ou de la responsabilité. Vous vous dites « Je ne veux pas prendre ce risque, je veux tout vérifier, je veux m'assurer que je ne me trompe pas. » Et en apparence, vous êtes simplement raisonnable. Pourtant, si vous y regardez de plus près, vous constatez que votre peur vous éloigne des actions qui vous feraient grandir. Vous fuyez peut-être un entretien d'embauche de peur d'être rejeté, vous refusez peut-être une opportunité de voyage de peur de l'inconnu. Vous hésitez à vous exprimer devant votre entourage de peur d'être jugé. Résultat, vous stagnez, vous reculez même, et vous alimentez cette anxiété. Je ne suis pas assez capable, et si je me ridiculise, et si tout s'effondre? Or, pour éviter ce piège, est-ce qu'il n'est pas plus simple de reconnaître que la peur est là, certes, de la regarder bien en face, en se disant « Oui, j'ai peur de l'échec, mais est-ce une raison pour ne jamais tenter ma chance ?» Si vous choisissez d'agir malgré la peur, vous transformez votre rapport à l'inconnu. Vous n'êtes plus captif de cette émotion, vous devenez acteur d'une décision libre, et c'est là toute l'importance de distinguer la peur qui peut vous signaler un danger réel de celle qui vous paralyse sans raison solide. Et puis, bien sûr, je dois parler de l'excès de désir, parce que c'est un point que beaucoup de personnes comprennent intuitivement. Vous découvrez un nouvel objet de convoitise, un nouveau gadget, un compte en banque qui pourrait gonfler, ou une reconnaissance sociale qui semble à portée de main. Vous êtes convaincu que cette fois, si vous obtenez cette chose, vous serez enfin apaisé, heureux, complet. Alors, vous consacrez une énergie folle à pourchasser ce but. Vous y investissez tout votre temps, peut-être même votre argent et votre santé mentale. Vous êtes persuadé que la satisfaction va être durable. Or, une fois que vous avez mis la main sur ce que vous désiriez, est-ce qu'il n'arrive pas souvent que, très vite, vous vous sentiez à nouveau en manque, en vous disant « C'est bien, mais si j'avais encore un peu plus, ce serait encore mieux ». Et vous réalisez que ce plaisir, que vous preniez pour du bonheur, n'était qu'éphémère. Là, il y a une forme d'illusion. Vous confondez la poursuite d'un objet brillant avec l'atteinte d'une vraie quiétude intérieure. En clair, c'est une course sans fin qui aggrave la dépendance à ce qu'on ne possède pas encore, au lieu d'apporter un épanouissement solide. Vous allez me dire « Oui, mais comment fait-on pour s'en sortir ?» Je répondrai « Prenez conscience des attachements qui vous dominent, c'est-à-dire de tout ce que vous confondez parfois avec votre propre valeur. Il n'est pas absurde de posséder des biens matériels, d'avoir une réputation honorable ou d'entretenir des relations affectives fortes. C'est même très naturel. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de ressources et de liens. Cependant, il faut préciser que ces attachements deviennent nocifs lorsque vous leur conférez le pouvoir de définir qui vous êtes, c'est-à-dire lorsque votre bonheur devient conditionné par la présence ou la préservation de ces éléments extérieurs. Si vous misez tout sur votre compte en banque, vous allez trembler à l'idée de tout perdre. Si vous basez votre estime de vous-même sur l'approbation de vos amis ou de votre famille, vous allez redouter qu'ils vous tournent le dos ou qu'ils vous jugent, et vous risquez de vous comporter en marionnette, dans l'unique but de plaire. Si vous vous identifiez totalement à un poste prestigieux, vous allez vivre dans la peur de la rétrogradation ou du licenciement. Bref, vous donnez littéralement le contrôle de votre équilibre psychologique à des événements ou à des personnes que vous ne maîtrisez pas pleinement.
Certains pourraient répondre que la sécurité est un besoin primordial. Alors pourquoi ne pas rechercher l'argent ou le statut? En réalité, il est vrai que nous avons tous des besoins matériels minimaux et le désir d'être appréciés. Mais je rappelle que la nuance réside dans l'excès et la dépendance. Est-ce que vous voyez la différence? Vous pouvez très bien viser un certain niveau de confort, sans faire de votre patrimoine la clé unique de votre tranquillité. Si vous comprenez que ce n'est qu'un moyen et pas une fin absolue, vous réduisez déjà la peur. De même, vous pouvez entretenir des relations solides, sans tomber dans la possessivité ou la soumission totale au désir d'autrui. Dans cette perspective, vous préservez votre liberté, car vous ne livrez pas l'entièreté de votre bien-être à des facteurs extérieurs. Cela signifie aussi qu'en cas d'épreuve ou de perte, vous ne vous écroulez pas complètement. Vous souffrez, évidemment, car je ne dis pas qu'on devient insensible, mais vous gardez un socle de résilience. Vous savez que vous n'êtes pas détruit en votre être profond. Je précise que c'est là où la philosophie stoïcienne, par exemple, insiste sur l'idée que le vrai bien réside dans la vertu, c'est-à-dire dans la sagesse, la justice, la force d'âme et la mesure. Les biens extérieurs sont alors considérés comme des indifférents.